Alors, on va procéder à la correction de notre petit exercice sur les dérivées de fonctions composées. Donc, on a deux fonctions. On va commencer par la dérivée de f par rapport au temps. Et on se contente, dans un premier temps, d'écrire que la dérivée de f par rapport au temps, c'est la dérivée de f par rapport à x que multiplie la dérivée de x par rapport au temps. Or, la dérivée de f par rapport à x, c'est relativement facile à calculer. Il s'agit d'une fonction cosinus. Dans la fonction cosinus, on pourra revoir ça aussi comme une dérivée de fonction composée, mais normalement, vous savez que on sort le 2pi sur lambda, ce qui est constant devant le x. Le cosinus se dérive mal, il est méchant, donc il devient moins sinus, et donc on se retrouve avec du moins a fois 2pi sur lambda sinus 2πx sur lambda, et il suffit maintenant de multiplier par la dérivée de x par rapport au temps, et cette dérivée, on voit ici que c'est simplement L oméga, et donc il nous reste un L oméga. Si on voulait exprimer tout en fonction du temps, il suffirait de remplacer le x ici par du L oméga, et à ce moment-là, on aurait pu faire la dérivée directement et bien réobtenir le même résultat. Si on regarde maintenant la dérivée de g par rapport au temps, c'est exactement le même principe. La variable naturelle de g, c'est x, donc je dérive par rapport à x, et ensuite je multiplie par la dérivée de x par rapport au temps. Vous voyez que visuellement, les dx se simplifient à chaque endroit. Et la dérivée de x, vous voyez qu'il y a du moins 1 sur delta qui sort, donc j'ai du moins b sur delta multiplié par exponentielle de moins x sur delta. Il faut que je multiplie ça encore par la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire L oméga. Remarquez que cette dérivée-là, donc ce dg sur dx, pourrait être un petit peu plus compliqué. Donc essayons de le reprendre de manière simple en introduisant une variable plus simple. Si on prend la dérivée de g par rapport à petit x, disons que c'est la dérivée de g par rapport à un certain grand x multiplié par la dérivée de x par rapport à ce fameux petit x. Et là, je peux choisir le grand x que je veux. Alors, je vais bien sûr choisir un grand x qui m'intéresse. Et ce grand x, il s'écrit moins petit x sur delta. De sorte que g de grand x, ce soit simplement b exponentielle de grand x. Et la dérivée de g par rapport à grand x, vous voyez que c'est simplement elle-même, puisqu'une exponentielle, elle reste égale à elle-même quand on la dérive. Donc j'ai la constante multipliée par la dérivée qui est exponentielle grand x. Donc, si je reprends, ici, je me retrouve avec la dérivée de g par rapport à grand x, c'est-à-dire b exponentielle de grand x, multipliée par la dérivée de grand x par rapport à petit x, et vous voyez que c'est moins 1 sur delta fois petit x, donc la dérivée c'est moins 1 sur delta. Et je me retrouve bien avec ce qui avait été annoncé à cet endroit-là. J'ai bien la dérivée de petit g par rapport à petit x. On fait la même chose pour f. Si je veux calculer la dérivée de f par rapport à petit x et que je me dis, mon Dieu, ce truc-là, c'est beaucoup trop compliqué pour le dériver directement. Essayons de simplifier un petit peu. J'introduis une variable qui m'arrange intermédiaire, que j'appelle de nouveau grand x, et je dis simplement ma dérivée de fonction composée, ce qui marche pour des dérivées du premier ordre, ça va être la dérivée de petit f par rapport à grand x multipliée par la dérivée de grand x par rapport à petit x, puisque là je calcule par rapport à petit x, vous voyez, c'était pas homogène à ce niveau-là. Bon, donc cette dérivée-là, quand je l'écris, je vais choisir grand x, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que à ce moment-là, mon f de grand x va être simplement du a cosinus grand x. Et ça, c'est vraiment simple à dériver, c'est vraiment juste un cosinus. Donc quand je calcule la dérivée par rapport à grand x de ce machin-là, c'est un moins a sinus de grand x, puisque c'est cosinus qui est méchant lors de la dérivation, et donc il y a un moins qui sort. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer. Ça, c'est du moins a sinus de grand x.
Donc c'est bien le terme moins a sinus de grand X qu'on a ici. Et ce terme-là, c'est le terme, la dérivée de cette partie-là par rapport à petit x. Il me reste le 2pi sur lambda qu'on a fait apparaître à cet endroit-là. Et on réobtient exactement ce qu'il nous faut. Alors, petite réponse bonus, est-ce que vous avez pensé à vérifier que c'était bien homogène? Ah oui, parce que mes exemples aussi, ils doivent être homogènes. Mon f, alors c'est un a, je ne sais pas ce que c'est a, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Par contre, je peux revérifier d'autres choses. Là, j'ai un cosinus, donc l'argument du cosinus doit être sans dimension, étant donné que cosinus est une fonction mathématique. 2pi, 2 c'est un nombre, pi c'en est un autre. X, on va dire naturellement en physique, c'est vraisemblablement une distance. Et bien je divise par lambda, et lambda c'est ce qu'on appellera très souvent la longueur d'onde, et longueur d'onde c'est une longueur, et vous avez donc aussi une distance. Là on a un rapport de distance, donc un argument qui est sans dimension. De la même manière, pour l'exponentielle, l'intérieur, l'argument de l'exponentielle doit être sans dimension. J'ai un x distance, je divise par un delta qui doit lui aussi être une distance, et donc j'obtiens bien l'exponentielle d'un argument sans dimension. Dernière chose, dans l'expression de x en fonction du temps, vous voyez que j'ai un grand L, naturellement une longueur, une distance, oméga qui est ce qu'on va utiliser le plus souvent comme terme pour avoir des pulsations, donc quelque chose en radians par seconde, et le temps, t, qui est temporel, donc une pulsation fois un temps, des radians par seconde multipliés par des secondes, ça vous donne des radians, radians c'est sans dimension, donc j'ai bien finalement une longueur là-dedans, et tout est correctement homogène.